Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette édition spéciale en direct des États-Unis. On est là pour évidemment l'élection présidentielle. Le jour se lève sur Washington et le jour se lève avec une image qui fait le tour du monde. C'est Donald Trump, victorieux. Il sera le prochain président des États-Unis. Il s'est exprimé cette nuit avec ses proches autour de lui. On va décrypter évidemment tout ça, analyser cela avec nos envoyés spéciaux sur le terrain, Quentin Warlop en Floride, Eric Destiné en Pennsylvanie, avec nos expertes également en plateau, Sonia Dridi, Garance Génicaud. Voici la carte électorale de l'élection. Vous le voyez, Donald Trump a dépassé les 270 grands électeurs nécessaires pour remporter l'élection. Et il est victorieux dans la plupart des swing states, ces États pivots décisifs pour remporter l'élection présidentielle. On va y venir, mais d'abord, on écoute le 47e président des États-Unis, le récit de Catherine Tonero. Aux côtés de sa femme Melania, suivi de sa famille et de sa garde rapprochée, Donald Trump monte sur la scène de son QG de campagne d'un pas assuré. Devant des partisans en liesse, il revendique sa victoire à l'élection présidentielle. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Après une campagne d'une rare violence verbale, Donald Trump assure vouloir guérir l'Amérique et appelle à surmonter les divisions du pays. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try, we have to try, and it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. Se félicitant d'avoir également repris le contrôle du Sénat, Donald Trump promet de se battre pour les Américains, leurs familles et leur futur, et de donner un nouvel âge d'or aux États-Unis. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. À 78 ans, Donald Trump réussit son pari d'un retour à la Maison-Blanche. Un retour d'autant plus historique que sa campagne a été marquée par 2 tentatives d'assassinat, 4 inculpations et une condamnation au pénal. Voilà donc pour Donald Trump qui s'est exprimé cette nuit. On va rejoindre immédiatement en Floride Quentin Warlop. Quentin, vous vous trouvez non loin du QG de Donald Trump et vous avez passé la nuit, je pense, entouré des supporters du candidat républicain. Oui, Laurent, c'est exactement ça. On a passé avec Emmanuel Talarico la journée, la soirée et une bonne partie de la nuit, il faut bien dire, avec les partisans de Donald Trump, qui avaient bien évidemment ces inconditionnels fans républicains, souvent exubérants, qu'on a l'habitude de voir, d'entendre. Mais ce qui m'a frappé, c'est le nombre d'hispaniques, de latinos. C'est là qu'on se rend compte qu'il a véritablement réussi à toucher un nouvel électorat cette année en 2024. Il a réussi à parler aux Afro-Américains, aux latinos, à cette Amérique profonde, à cette Amérique oublié, pour qui, Laurent, les fins de mois sont souvent très compliquées. Une femme m'a tout résumé en une phrase hier soir. On n'est pas d'accord surtout avec Donald Trump, mais nous, on veut plus d'argent. Et Donald Trump en a profité. Ici, le prix du lait pour bébé a augmenté de 100% en l'espace de 4 ans. L'inflation a explosé, les prix aussi ces dernières semaines. Tout le monde nous l'a dit dans les États qu'on a parcourus. C'est un businessman, il va redresser le pays. Et c'est pour ça qu'il a eu raison de faire campagne sur le pouvoir d'achat. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il a des stratèges politiques autour de lui. En 2020, il avait 11 millions de voix en plus qu'en 2016. Cette année, il est parvenu à élargir sa base électorale. Quand on voit que Kamala Harris n'a pas réussi à mobiliser autant de femmes, voilà les éléments qui lui ont permis de remporter un second mandat. Merci beaucoup Quentin Warlop. Vous restez avec nous, on vous rejoindra un peu plus tard. Et on parlera de pouvoir d'achat dans un instant avec notre économiste en plateau, Garance Génicaud. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante ici à Washington. Donald Trump, dans son discours, a parlé d'une victoire sans précédent. Et en effet, alors on n'a pas tous les résultats encore, mais elle semble nette, cette victoire. Oui, c'est ça, c'est une victoire nette, c'est-à-dire qu'on pensait que ça allait peut-être être une victoire pour l'un ou pour l'autre très serrée, voire qu'il y aurait peut-être, on devrait peut-être s'en remettre à la justice
insiste pour un nouveau décompte. Et finalement, ça a été au fur et à mesure de la soirée, on a vu vraiment la carte devenir rouge, la carte des États-Unis. Et on a aussi eu les résultats plus tôt que beaucoup ne pensaient. Donc c'est vrai qu'on pensait que ça allait durer des jours. Voilà, ou au moins qu'on aurait les résultats, peut-être des premiers résultats à partir de ce matin ici aux États-Unis. Donc c'est vrai que pour Donald Trump, je pense que lui-même était agréablement surpris de voir finalement, comme il a dit, une victoire franche et assez rapide. Que va-t-il se passer maintenant, en janvier, quand Donald Trump prendra ses fonctions? Que va-t-il se passer? Parce que le Trump de 2024 n'est plus le Trump de 2016. Hein, notamment autour de lui, il y a plus vraiment de garde-fous. Tout à fait. Alors, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer, mais ce qui est certain, c'est comme vous l'avez dit, il n'y a plus de garde-fous autour de lui. Moi, j'ai parlé à beaucoup de ses anciens conseillers, ses anciens proches qui ont appelé à ne pas voter pour lui, et vraiment des gens qui étaient très proches de Donald Trump, même l'une de ses anciennes chefs de cabinet, aussi John Kelly, qui a averti que Donald Trump serait dangereux s'il était réélu. Un fasciste, il l'a appelé un fasciste. Il l'a appelé un fasciste, tout à fait. Et Donald Trump qui a quand même dit que s'il était élu, il allait faire arrêter ses opposants. Donc je peux vous dire qu'en ce moment, du côté démocrate, il y a quand même de l'inquiétude et on ne sait pas ce que Donald Trump peut faire. Pour finir, il a été soutenu par un projet, par des conservateurs qui voudraient peut-être finalement un petit peu se mettre dans tous les ministères et essayer en fait d'avoir de l'influence vraiment au niveau fédéral et de prendre un peu en contrôle le gouvernement. Alors on vous retrouvera après parce que vous avez passé la nuit dans le QG des démocrates où évidemment c'était la déception qui régnait. L'inverse de ce qu'on a ressenti chez les supporters de Trump, que ce soit en Floride mais aussi dans les autres États. L'heure est évidemment à la fête. Reportage de Quentin Warlop, Éric Destiné et Benoît Fett. Rassemblés à quelques kilomètres de la résidence de Donald Trump en Floride, ces militants républicains auront passé une bonne partie de la nuit à suivre les résultats sur leur téléphone portable avant de crier victoire. Une victoire avant tout synonyme de soulagement pour ces électeurs qui craignaient le pire en cas de défaite de leur candidat. That's going to turn like a China, like a North Korea, the communist. And that's one thing we don't like it. We learned from President Trump that it's not really Democrat-Republican. It's the MAGA, America First Party versus the globalist communists. And the globalist communist days are past. Obama, Biden, all those people, Harris, they're all imbeciles. Des points de vue tranchés à l'image de la campagne de Donald Trump, qui a donc réussi à convaincre une majorité d'électeurs qu'avec lui, l'Amérique allait retrouver sa grandeur. Un slogan de campagne qui a fait mouche dans l'État clé de Pennsylvanie notamment. I just think we're going to see the economy change. We're going to see people getting back to work. Gas prices are coming down. Grocery prices are coming down. I think on the world stage, we're going to see peace. And it's because finally we got adults in the room now, and Donald Trump is going to get it done. Un optimisme encore partagé ici, à Las Vegas, où la confiance des électeurs républicains en Donald Trump semble inébranlable. Au point d'imaginer que son retour à la Maison-Blanche favorisera la stabilité non seulement de l'Amérique, mais de la planète tout entière. The world's obviously a super unstable place right now. Everything happening in the Middle East, the stuff in Eastern Europe. So it sounds like he has a lot of really solid plans in place. And I think the thing that's most helpful about him is the relationships that he maintains with these foreign leaders. Un optimisme républicain qui devra à présent se confronter à la réalité des faits. Et je vous propose de jeter un regard plus précis sur la carte électorale. Évidemment, toutes les chaînes d'information l'ont scrutée au courant de la nuit. Et c'est elle qui est décisive. Vous le voyez, Donald Trump a remporté plus de grands électeurs que Kamala Harris. Il a dépassé le fameux seuil des 270. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des swing states, alors on n'a pas encore tous les résultats, mais ces swing states où on disait les deux candidats au coude à coude, et bien pour le moment, la majorité de ces swing states sont basculés du côté de Donald Trump. On peut parler par exemple de la Géorgie, du Wisconsin, du Nevada et surtout de la décisive Pennsylvanie. Tous les regards ici étaient braqués sur la Pennsylvanie, État où on va rejoindre Éric Destiné. Éric, vous étiez de votre côté, je pense, avec des supporters de Kamala Harris. On imagine la déception aujourd'hui.
C'était une soirée électorale complètement folle. Lorsque nous sommes arrivés au QG des démocrates de Erie, ce petit comté du nord-ouest de la Pennsylvanie, un comté qui est chaque année très scruté parce qu'il a la réputation de voter à chaque fois ou presque pour le gagnant de l'élection présidentielle. Eh bien, dans ce QG démocrate, c'était vraiment l'enthousiasme à 20h, mais dès 22h, on a commencé à nous parler d'un optimisme prudent. Lorsque nous avons fait la fermeture des portes à minuit 30, eh bien, il y avait véritablement une ambiance de douche froide. Je crois qu'ici, comme dans beaucoup d'autres endroits aux États-Unis, les démocrates ont certainement été surpris de l'ampleur de la défaite de Kamala Harris ici en Pennsylvanie. Devant la télé, là. Merci beaucoup, Éric Destiné. Et la déception des démocrates, Sonia Dridi, vous avez dû la constater parce que vous avez suivi la soirée électorale à la Howard University à Washington. C'est là qu'a étudié Kamala Harris, c'est là qu'était son QG. Et j'imagine que vous avez senti l'ambiance se déplacer au fur et à mesure de la nuit. Oui, l'ambiance qui a complètement changé. C'est vrai qu'on est passé d'une ambiance électrique remplie d'espoir, de joie, à une ambiance extrêmement tendue avec beaucoup d'anxiété. J'ai vraiment vu au fur et à mesure de la soirée les visages se refermer. D'un coup, on n'agitait plus les drapeaux américains. Et puis, à un moment, il y a un membre de la campagne de Kamala Harris qui est venu sur scène pour dire qu'elle n'allait finalement pas venir, qu'elle n'allait pas s'exprimer. Et là, eh bien, tout le monde a compris et des milliers de partisans ont commencé à quitter le QG, vraiment en l'air choqué. Oui, d'ailleurs, pas de commentaires du côté de Kamala Harris. On va donc écouter les supporters de la candidate démocrate. Ils se sont exprimés au micro de nos équipes. Le récit est là, signé Philippe Antoine. Ce n'est qu'une image parmi beaucoup d'autres, mais ces quelques pas de danse dans cet hôtel d'Atlanta pourraient résumer la nuit démocrate, colorée de l'espoir que tout est encore possible, malgré les premiers résultats qui arrivent. It's not over yet, because every election is usually 2, 3, maybe 4 days. That we really know the numbers. À son quartier général à Washington, Kamala Harris se montre en train d'appeler des électeurs pour les remercier d'avoir voté et leur demander d'inciter leurs voisins à se rendre, eux aussi, dans un bureau de vote. Mais dans cette soirée organisée par le Parti démocrate du comté d'Erie, dans cet état crucial de Pennsylvanie, c'est déjà une prudente confiance qui est exprimée. I feel very confident about Erie County and all the work that we've done here. It's just that you always have to stay on your toes and you always have to expect the unexpected, so to speak. And so, while I do feel good, you also have to, watch a little bit. Et la vigilance était en effet nécessaire, car au fil des résultats et de la carte d'un pays qui devient de plus en plus rouge, l'inquiétude s'installe et se lit sur les visages. It's unfortunate. I think it does say a lot about our country, though. And that's unfortunate. Plusieurs heures avant que le résultat final soit connu, cet autre moment de la nuit démocrate est un signal assez facile à comprendre. So you won't hear from the vice president tonight, but you will hear from her tomorrow. She will be back here tomorrow to address not only the HU family, not only to address her supporters, but to address the nation. Les milliers de partisans démocrates qui s'étaient réunis sur ce campus de l'université d'Howard à Washington quittent le site au son d'une musique qui dit que tout est all right, tout va bien, ce qui ne correspond sans doute pas du tout à leur état d'esprit. Et en plateau avec nous, on a Garance Genicaud. Bonjour. Alors vous êtes économiste, vous êtes belge, vous avez étudié à Liège, mais vous enseignez aujourd'hui ici à Washington. À la Georgetown University, un chiffre avec vous, 31% des électeurs estiment que pour eux l'économie c'était primordial. Clairement, le pouvoir d'achat a joué un rôle essentiel dans l'élection de Trump. Et ça vous étonne un peu. Expliquez-nous pourquoi. Ça m'étonne très fort parce qu'en fait, de façon objective, la plupart des gens sont dans une meilleure position en termes de pouvoir d'achat, en tenant compte pas seulement l'inflation, mais les salaires. Ils sont mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans sous Trump. Oui, exactement. Donc même quand on parle des 20% à revenus les plus bas, ce qui est essentiel, en fait, ils ont eu une augmentation des salaires réels, donc en tenant compte de l'inflation, de 13% environ. Comment on explique ça alors, cette défiance? Il y a une défiance envers les élites démocrates notamment?
Je crois qu'il y a un manque de confiance. Je crois qu'aussi l'augmentation des prix est beaucoup plus visible peut-être que l'augmentation des salaires. Et il y a aussi beaucoup de politique d'information qui a convaincu beaucoup de gens, surtout parmi les revenus plus faibles, que l'inflation était due à la politique de Kamala et Biden et que leur augmentation salariale n'a rien à voir avec la politique de Biden et de Trump. Aussi sur la politique économique de Trump, il a dit qu'il allait imposer des droits de douane colossaux à la Chine, mais aussi à l'Europe. Ça veut dire que pour les producteurs européens d'exporter aux États-Unis, ça va coûter beaucoup plus cher. Qu'est-ce qu'on en pense, ça, du côté des économistes? Que les droits de douane vont augmenter non seulement les exports de la Belgique et de l'Europe vers les États-Unis, mais vont aussi avoir peu d'effet sur l'emploi dans un marché de l'emploi qui est déjà bien serré et qui, en fait, va principalement résulter à une augmentation des prix assez importante pour le consommateur moyen. Le consommateur américain, ça coûtera plus cher. Et donc, cher, ce qui est très surprenant, c'est cette alliance des ultra-riches qui, en pratique, profitent des politiques de Trump avec les revenus les plus bas qui, en pratique, ont souffert durant Trump et ont une meilleure qualité de vie durant Biden. Durant les années Biden, les années Trump. Oui. En tout cas, ça dit quelque chose sans doute de la politique américaine. Merci beaucoup, Bérangère Génicot, d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'en profite pour signaler à Rayers que j'ai perdu tout contact avec la régie, mais j'imagine qu'on est toujours en plateau. Ce qu'on comprend, c'est que cette élection de Donald Trump va avoir des conséquences partout dans le monde, économiquement, politiquement. On va retrouver Quentin Warlop qui se trouve en Floride. Quentin, il y a déjà depuis ce matin de nombreuses réactions de chefs d'État. J'ai appelé Anguero qui est DTP qui va appeler la régie 24 parce que quand j'appelle... Nous sommes ici en studio à l'RTBF à Rayers à Bruxelles. Il y a un petit problème de liaison, vous le constatez, du côté de Washington. On retrouvera et Quentin Warlop en Floride et donc Laurent Mathieu dans un instant à Washington. Mais je vous propose d'entendre des réactions que nous avons recueillies tout à l'heure à l'ambassade américaine ici en Belgique. L'ambassadeur américain a tenu une réception pour l'occasion en compagnie notamment de la ministre de l'Intérieur. Et sur place à Bruxelles, c'est Martin Biltereys qui était nos yeux et nos oreilles. Mignardise aux couleurs nationales, salon feutré et candidat grandeur nature. Pas de doute, nous sommes à l'ambassade des États-Unis à Bruxelles. 8h30, le parterre de diplomates écoute sans sourciller le discours de victoire de Donald Trump. Et l'actuel ambassadeur nommé par le camp démocrate d'admettre sa surprise. Everyone was expecting that this would be a very close election and would take quite a few days to be determined. I was surprised that it wasn't closer. I read the polls as everybody does. That's my sense that the polls were showing a closer election. But that's democracy. La démocratie américaine est forte, ajoute-t-il, tandis que d'autres diplomates tentent de rassurer les alliés. I know many Europeans are going to ask, what does this mean to the relationship between the U.S. And the European and Europe? And I actually believe that there will be less change than you might fear or worry about. Un message qui visiblement a du mal à passer après certaines déclarations de Donald Trump sur l'OTAN ou la guerre en Ukraine notamment. Je suis inquiète et espérons que ça ne va pas tous être implémenté. Et donc, on sait déjà qu'il y a une différence entre ce qu'il annonce et ce qu'il va implémenter. Et c'est ça l'incertitude maintenant. Et ça nous donne le message encore renforcé qu'il faut prévoir notre propre défense, propre sécurité interne. En Europe, c'est vraiment une responsabilité pour la nouvelle Commission européenne et pour les États membres. Conscient des défis, le Premier ministre, lui, a sobrement indiqué se réjouir de pouvoir continuer à renforcer le lien transatlantique.